Bonjour à toutes et à tous. Alors je vois qu'il y en a encore beaucoup qui ne sont pas en place, qui ne sont pas assis. Donc je vais attendre que vous soyez tous en place pour qu'on commence cette journée. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu aussi nombreux à l'invitation et au rendez-vous des rencontres de l'U2P. On a un programme très chargé aujourd'hui. C'est pourquoi je vais vous demander d'être très vigilants. Tout à l'heure, quand il va falloir, pour certains, quitter la salle et partir en atelier, vous aurez à peine 10 minutes pour rejoindre vos ateliers. Alors, il y en a au 3e, il y en a au 5e. Il y a très peu d'ascenseurs, ils sont très petits. Donc on a décidé de façon assez catégorique que ceux qui vont au 3e montent à pied. Surtout que c'est un faux 3e en fait, c'est plutôt un 2,5. Et puis ceux qui vont au 5e prennent les ascenseurs. Je vous dis ça parce que le programme est chargé, que nous avons des invités prestigieux, dont l'agenda est très rempli également, et que la moindre des courtoisies serait de ne pas décaler leur intervention. On va parler aujourd'hui des temps forts qui ont marqué l'année qui s'est écoulée. Et je suis sûre que même pour ceux d'entre vous qui suivez avec beaucoup de précision, d'intérêt l'action de l'U2P, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui vous ont échappé cette année. C'est une année qui a été très chargée, qui a été très fertile pour l'U2P. L'U2P qui est toujours très active, très au combat pour défendre ses adhérents, pour défendre vos sujets, et qui a connu quelques succès cette année. On va en parler avec le président de l'U2P dans quelques minutes. Vous allez ensuite vous égayer en atelier pendant plus d'une heure, quasiment 1h30. Ensuite, nous reviendrons dans la salle. Et là aussi, je vous demande vraiment de ne pas en profiter pour sortir fumer une cigarette, vérifier les réseaux sociaux, envoyer des textos, etc. parce que vous aurez très peu de temps pour rejoindre la salle et vous installer afin qu'on écoute le discours du président de l'U2P et le discours de la première membre du gouvernement qui sera avec nous ce matin. Cet après-midi, restitution des ateliers. Nous avons des invités prestigieux, vous l'avez vu dans le programme, qui viendront nous parler des Jeux Olympiques de 2024 et des opportunités qu'il y a à en attendre pour les entreprises de proximité et les artisans. Et puis on terminera évidemment par une allocution finale. On va débuter tout de suite et je vais appeler à me rejoindre sur ce plateau plusieurs personnes. Il ne faut pas que j'oublie. On ne me l'a même pas dit à l'oreillette, mais ça n'aurait pas tardé. Il ne faut pas que j'oublie de vous dire que il n'y aura pas de temps de questions-réponses entre la salle et le plateau parce que le programme est très chargé, mais vous pouvez quand même participer au débat en intervenant par SMS. Théoriquement, le numéro de téléphone que vous allez devoir composer devrait s'afficher. Vous pouvez intervenir par SMS en envoyant un texto au numéro qui s'affiche, 06 79 89 88 23. Au moment du premier SMS, vous mettez le hashtag mot dièse, en français, rencontre au pluriel, et ensuite, si vous devez intervenir de nouveau, vous n'aurez plus la nécessité de mettre ce mot dièse au début de votre message. Et puis je voudrais aussi saluer la présence du dessinateur Tesson, qui va nous accompagner tout au long de la journée, qui va croquer les différents personnages, les différentes personnes qui vont se succéder sur le plateau. Petit trait assez acide parfois. J'espère qu'il vous fera sourire. Je vous le disais tout à l'heure, on va accueillir cet après-midi des personnalités, mais on en accueille déjà tout de suite. On débute avec, ils vont me rejoindre sur scène, l'arrivée, s'il vous plaît, sous des applaudissements évidemment très nourris, de Patrick Liébus, vice-président de l'U2P, en charge des affaires sociales, des relations, de la parité, président de la CAPEB. Bonjour, vous installez ici. Michel Chassan est là avec nous, vice-président de l'U2P en charge des affaires économiques et fiscales, du développement durable et des territoires, président de l'UNAPL. Vous vous installez ici. Joël Mauvigné est là également, vice-président de l'U2P en charge de l'orientation, de l'éducation, de la formation, président de la CGAD. Monsieur Mauvigné. Et puis Pierre Martin, vice-président en charge des affaires européennes. Pierre Martin, président de l'AXMAM, qui nous rejoint. Merci Monsieur Martin, vous vous installez ici. Alors ils vont s'exprimer
tout à l'heure, nous parler des ateliers auxquels ils vont participer. Mais d'abord, alors je vous ai trouvé un petit peu faiblard sur les applaudissements, là. Il va falloir mettre un petit peu plus d'intensité pour accueillir le président de l'U2P, Alain Griset, qui va nous rejoindre. Merci d'être des nôtres, Président. On va commencer, si vous le voulez bien, avec les moments forts, une petite rétrospective de l'année. L'U2P, je le disais, a été toujours très, très active, très influente aussi, on va le voir. Bon, il y a eu la loi de finances 2018, que vous estimez satisfaisante sur certains points, notamment le remplacement du CICE par des baisses de cotisations au 1er janvier 2019, ou encore la baisse progressive de l'impôt sur les sociétés. Mais le début du quinquennat et le début de l'année écoulée par rapport à septembre dernier a été aussi marqué par la création des U2P, de départements. Et ça, vous voulez nous en parler? Tout d'abord, je veux dire bonjour à chacun d'entre vous. Merci beaucoup pour votre présence nombreuse. Et puis, très sincèrement, merci à chacun d'entre vous pour votre engagement quotidien en faveur de l'U2P, en faveur de nos entreprises. Il est totalement essentiel. Une organisation telle que l'U2P ne pourra jamais fonctionner si vous n'êtes pas les hommes et les femmes du terrain qui nous accompagnent tous les jours pour porter nos messages. Puis effectivement, cette année 2018 a été une année pendant laquelle on a beaucoup travaillé, tous ensemble. Et c'est vrai, un certain nombre de dossiers ont avancé progressivement. Je veux évoquer le Code du travail, dans lequel, pour la première fois, nos entreprises ont été prises en considération en fonction de leur taille, sur les questions prud'homales, sur les questions des indemnités. On a pas mal travaillé également pour essayer de faire avancer la problématique connue de tous concernant le RSI. Et puis, on a aussi beaucoup travaillé pour préparer et aboutir à la loi sur la formation, dont chacun sait que pour nos secteurs, la formation et l'apprentissage est quelque chose d'essentiel. Et on a beaucoup d'espoir dans cette loi pour qu'elle devienne, pour nous, un développement de l'apprentissage et un accompagnement de nos entreprises. Alors, on va en parler, vous allez un petit peu vite, Président. On va en parler précisément de ces points. On avait un petit jingle, je crois, de prévu qui va partir, et ensuite on verra effectivement point par point tout cela. Alors, on a parlé de la loi de finances, je vous le disais, et puis je voulais qu'on s'arrête vraiment très rapidement sur la question des U2P de département. C'était une étape importante pour vous. Oui, parce que depuis maintenant 15 mois, nous avons la chance, le bonheur d'avoir une organisation qui regroupe les professions libérales, les artisans et les commerçants de proximité. C'est pour nous une chance et un honneur, et puis c'est un devoir. C'est 2 300 000 entreprises. Et naturellement, toutes ces entreprises, elles sont implantées sur le territoire. Et elles attendent de l'U2P d'avoir la proximité qu'on revendique comme étant pour nous une priorité. Et la proximité, elle est aussi dans le fait que vous soyez présents auprès de ces entreprises, à leur écoute, naturellement. Et pour ça, il faut structurer notre organisation dans chaque département. Allez, on est entre collègues, disons les choses. Passer au-dessus de nos deux différences, de quelquefois nos petites bisbilles internes de personnes, pour dire les sujets, ce sont nos entreprises qui sont prioritaires. Et pour ça, il faut absolument qu'on soit structuré, qu'on réfléchisse. Et puis, avec mes collègues vice-présidents, que je remercie d'ailleurs, parce qu'ils vivent une vie intense de travail, il faut absolument que nous soyons capables, sur les territoires, d'accompagner le national dans les propositions qui sont faites au gouvernement, aux parlementaires. Nous serons et nous sommes crédibles qu'à la condition d'avoir des propositions à faire sérieuses et étayées. Et moi, je souhaite, avec mes collègues vice-présidents, que les départements, les régions, soient à l'origine, avec les confédérations, de nos propositions. Alors, il y a un autre fait marquant, c'est votre combat pour la communication dans l'artisanat, avec la décision du gouvernement de supprimer la contribution versée par les entreprises artisanales pour alimenter le Fonds national de production et de communication de l'artisanat. Le gouvernement veut le remplacer par un fonds privé et je sais que l'U2P se dit prête
à relever le défi. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a eu aussi évidemment, là alors on peut considérer que c'est un succès pour l'UDP parce que vos propositions ont été entendues et puis c'était quelque chose qui était réclamé hein, par les professions représentées par l'UDP, c'est évidemment la poursuite de la réforme du Code du travail et son adoption par ordonnance. Vous voulez nous en dire un mot? Oui, d'abord, Madame la Ministre, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Artisanat, première entreprise de France, c'est une des marques le plus connues des Français. La plus connue des Français. 2-3 chiffres simplement. Hein. Nous étions 140e annonceur en montant investi. Tous les ans, en achat d'espace, à peu près 7 millions d'euros. Et nous sommes dans les 5 premières marques reconnues spontanément par les Français. 140e en montant, en moyen, dans les 5 premiers en reconnaissance spontanée. Donc disons-le, le fait d'avoir ces 10 millions d'euros, c'est 11 euros par entreprise, et dire, il n'y a jamais un artisan qui a contesté de mettre 11 euros. Dire que par économie globale, pour que l'État français, on est d'accord, hein, reste dans les critères de Maastricht, allez, on va enlever 10 millions d'euros pour communiquer dans l'artisanat. Très honnêtement, pour dire simplement, on considère que c'est une connerie. Bien. Le gouvernement, à qui, quand cette décision a été prise, j'ai appelé Bruno Le Maire en disant, enfin, là, c'est pas sérieux. Il nous a dit, OK, on comprend, on est d'accord, on mettra dans la loi Pacte un article permettant de créer une structure qui fasse que les fonds ne rentrent plus dans le déficit public. Tant mieux, sauf que, tel qu'il est écrit aujourd'hui, le dispositif nous contraint d'avoir l'accord total, explicite, du MEDEF ou de la CPME. Écoutez, ce n'est pas leurs clients, ce n'est pas leurs adhérents, et donc on nous laisse tranquille avec ça, c'est l'affaire de l'UDP et on souhaite le gérer nous-mêmes. Bon, écoutez, Madame la Ministre est là. Madame la Ministre Delphine Gény-Stéphane, qui nous a rejoint et qui va s'exprimer tout à l'heure, je pense, aura entendu ce message-là. J'ai l'impression qu'il y en aura d'autres. Un mot très rapide sur les ordonnances travail? Oui, je vais dire rapidement tout à l'heure. Hein. Pour la première fois, parce qu'il faut dire les choses, quelquefois quand c'est pas bien, mais aussi quand c'est bien. Et l'UDP le dira toujours aussi clairement. Pour la première fois, dans le Code du travail, nos entreprises ont été spécifiquement entendues, en disant, le gouvernement reconnaît que nous avons cette spécificité de la taille et qu'on ne peut pas, dans nos entreprises, nous appliquer les mêmes règles que les très grands. Et donc, tout ce qui concourt, en particulier, à faire que la forme ne se prédomine pas par rapport au fond en cas de prud'homme. Combien de milliers, de dizaines de milliers de nos collègues ont été condamnés uniquement pour des questions de procédure, alors que sur le fond, vous avez raison. Et donc ça, l'inversement de la forme et du fond était essentiel pour nous. La limitation de l'indemnité en cas de perte de l'employeur, c'est essentiel. Il m'arrivait de dire assez souvent qu'en France, il y avait 2 façons faciles de gagner de l'argent. Jouer au loto, c'était une chance sur 1 million ou 10 millions, et aller au prud'homme, c'était une chance sur 2. Donc, naturellement, c'était pour nous extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, on voit bien, depuis quelques mois, les dernières statistiques démontrent qu'il y a beaucoup moins de prud'hommes aujourd'hui. Parce que le salarié, il a moins intérêt d'aller au prud'homme parce qu'il faut qu'il prouve vraiment et que nos entreprises sont dans une situation où elles peuvent mieux se défendre. Donc, c'est positif. Naturellement, on ne souhaite pas qu'il y ait de prud'homme. Mais au cas où il y en a, la procédure qui a été utilisée, c'est bien. Le fait aussi de faire qu'entre 11 et 20, il n'y ait plus d'obligation de déléguer du personnel. Parce que le dialogue social chez nous, il se fait naturellement tous les jours. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir délégué du personnel. Donc, c'est une bonne mesure également. Et donc, nous avons dit à l'UDP que la réforme du Code du travail était une bonne réforme. Alors, je passe un peu plus rapidement sur le fait que novembre est marqué par, vous avez évoqué le dialogue social par la participation de l'UDP à la 6e réunion nationale des commissions paritaires régionales interprofessionnelles de l'artisanat. Il y a eu bien sûr, il a été beaucoup question de dialogue social. Autre nouvelle particulièrement importante, vous l'avez évoqué aussi rapidement tout à l'heure, c'est la fin du RSI. Évidemment, là aussi, c'est un sujet qui était très très important, la protection sociale des indépendants, qui est désormais confiée au régime général de la sécurité sociale. C'est pas rien pour eux. Et puis 2017 reste une année
de progression du chiffre d'affaires des 2 300 000 artisans commerciaux et professions libérales. Alors, sur l'année, c'est 1,5% de chiffre d'affaires, sur le 4e trimestre, 2%, et 2018 a plutôt bien commencé aussi. Donc ça, c'est un point qui, j'imagine, vous satisfait. Je vous donne à peine 30 secondes pour réagir sur ce sujet-là. C'est pas gentil, pas beaucoup, mais je vais en prendre un peu plus. Bon, on a encore beaucoup de sujets, mais je vous laisse y aller. Un pas a été fait, on a changé le nom, donc c'est bien, mais ça ne résout pas toutes les questions. Hein. Sur le RSI, il reste la question de la base, sur quoi on paye, bénéfices ou revenus, sur le taux de cotisation et aussi sur tout ce qui concerne l'accompagnement des entreprises en difficulté. Donc c'est un sujet qui reste important. Et puis, pour rebondir sur les chiffres, c'est vrai qu'on a connu une amélioration de l'activité. Mais attention, après 9 ans de difficultés, et que donc on est encore très loin d'avoir rattrapé une activité qui permet à nos entreprises de dégager les justes bénéfices qu'elles méritent. Mais on verra tout à l'heure, hein, cet après-midi avec nos invités, si, alors c'est loin évidemment, 2024 c'est encore loin, mais s'il faut espérer de l'organisation des Jeux et de tout ce qui se prépare pour ça, s'il faut espérer évidemment des retombées pour les artisans, les entreprises de proximité. Moment fort numéro 8 de l'année. Alors celui-ci, je vous laisse quand même le commenter parce que c'est effectivement là aussi un moment très important. C'est la participation de l'UDP aux réformes de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de l'assurance chômage. Ça, là aussi, c'est un cap important pour vous. Oui, on s'y est beaucoup investi. C'est Joël Mauvigné qui a été le porteur de ces messages dans la négociation auprès de Muriel Pénicaud. C'est vrai que l'apprentissage, tout le monde le sait, dans nos secteurs, c'est quelque chose d'essentiel. Nous sommes le secteur économique qui forme le plus d'apprentis. Mais c'est vrai que depuis des années, on voit bien qu'il y a un problème de culture auprès des familles, auprès des jeunes. Il y a aussi de la complexité, il y a aussi du coût. Et donc tout ça, on a travaillé pour essayer de faire que demain, l'apprentissage soit d'égale façon le mode de formation qui permette aux jeunes de s'insérer dans le monde du travail. Et donc il y a beaucoup de mesures dans la loi, mais également dans les décrets futurs qui vont faciliter la vie du maître d'apprentissage, en particulier sur les primes, qui vont faciliter le maître d'apprentissage en cas de difficulté pour se séparer du jeune, qui vont aussi permettre aux jeunes de choisir plus facilement l'apprentissage. Et donc ça, c'est quelque chose de positif sur lequel nous avons beaucoup travaillé et sur lequel nous allons maintenant communiquer pour que cette loi soit appliquée par nos collègues et que les jeunes puissent trouver enfin un travail demain qui correspond en réalité à l'économie. Alors en mars de cette année, à la veille de la journée des droits de la femme, l'UDP a rappelé que la mixité est, je vous cite, dans l'ADN de l'UDP. Bon. Alors, moi, je veux bien vous croire, Président. Hein. Moi, je vous crois sur parole. Mais bon, regardez, j'ai un petit doute là. Regardez, votre présence démontre qu'on progresse. D'accord. Vous voulez dire que j'en vaux 6 ou 5 Elles sont nombreuses dans la salle. Il n'y a plus qu'à monter l'escalier et elles vont être là. Voilà, d'accord. Mais c'est bien ça, justement. C'est bien ça le problème. Il n'y a plus qu'à monter l'escalier. Il n'y a plus que les dernières marches. Mais je suis sûre que vous allez faire en sorte que ça change. C'est toujours les plus compliqués, mais par ailleurs, au-delà de ces éléments qui sont importants, hein, on a aujourd'hui, et je m'en félicite, beaucoup de femmes qui ont des responsabilités dans l'artisanat, au niveau du département, au niveau des régions. Et puis, beaucoup de femmes aussi chez nous, aujourd'hui, pratiquement 30% qui sont chefs d'entreprise. Il n'y a pas beaucoup de secteurs dans lesquels il y a 30% de femmes qui sont chefs d'entreprise. Et puis, je le dirais de mon intervention à la ministre, derrière, on porte depuis très longtemps l'idée qu'il faut valoriser ces femmes. Et malheureusement, les textes aujourd'hui sont loin de nous permettre de le faire. Donc, il faut que le gouvernement nous accompagne pour que les femmes elles-mêmes, d'ailleurs, aient envie et aient la possibilité de s'investir. Parce que pour être à la place de mes collègues, ce n'est pas seulement une question de compétences, c'est aussi une question d'organisation, une question de possibilités. Et c'est vrai que la vie aujourd'hui est faite de telle façon qu'elles n'ont pas toute cette possibilité. Alors je vais préciser quand même, parce que là j'ai fait un petit, je ne me suis pas privée. Je vais préciser quand même qu'en 2017, 4 entreprises de l'UDP sur 10 ont été créées ou sont gérées par des femmes. Donc elles sont 40%, et c'est pas mal, et je pense qu'on peut les applaudir.
Et j'ajoute simplement que 800 000 femmes sont chefs d'entreprise dans le secteur dans les entreprises de proximité. Alors un autre sujet, bon, celui-là n'est pas encore tout à fait terminé, c'est la question du prélèvement à la source. Là, j'ai prévu un petit peu de temps pour que vous en parliez, pas beaucoup, mais quand même. J'ai bien aimé là, le slogan, j'ai trouvé pas mal, et les feuilles d'impôt, c'est pas notre boulot. C'est aussi votre avis? Écoutez, je pense qu'il faut... Il y a deux choses. D'abord, il est important, en termes de message, qu'il y ait une cohérence du discours gouvernemental. Nous, on appréhende avec beaucoup de sympathie et beaucoup d'effets positifs le fait que le gouvernement nous dise l'entreprise est prioritaire, il faut baisser les cotisations, il faut faciliter la vie des entreprises. Pour nous, c'est formidable parce que toutes les formalités pour nous, c'est ce que j'appelle l'impôt papier. Le temps qu'on passe à faire de la formalité alors qu'on devrait travailler et produire. Et puis, toute la démarche qui a été entreprise par le président de la République va dans cette direction. Puis d'un seul coup, boum, on nous dit, vous allez faire le prélèvement à la source. Le prélèvement à la source, c'est quoi pour nous? D'abord, c'est un coût, personne ne le nie. On peut discuter sur le fait que c'est 110, 100 euros par an, par salarié, ou 100, mais il y a un coût indéniable. Et donc, on nous met un coût supplémentaire. Deux, il y a un risque qui est réel, même si le gouvernement fait des efforts pour dire « Attendez, il ne faut pas vous adresser aux chefs d'entreprise, adressez-vous aux impôts ». Mais spontanément, quand le salarié verra une modification sur la fiche de paye, il ne va pas téléphoner aux impôts, il va dire au chef d'entreprise « Mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as fait ?» Et le chef d'entreprise n'a ni le temps ni la compétence pour répondre. Et puis, derrière, il y avait l'aspect des sanctions, qui au début étaient même pénales et financières. Donc, on a progressé. Et je remercie chacun d'entre vous pour le travail que vous avez fait de communication, pour aller voir les parlementaires et pour expliquer les raisons pour lesquelles nous étions opposés, non pas au principe de l'impôt contemporain, parce que c'est bien, on n'est pas opposé, on est opposé à la formalité qui nous est demandée et au mode d'organisation. Et donc, on a un peu progressé. D'abord, Gérald Darmanin avait annoncé il y a quelques mois l'arrêt des sanctions pénales. Et puis, on a dit à juste titre que ça ne suffisait pas. Il est venu la semaine dernière devant le Conseil national et il nous a annoncé que les sanctions financières, 2019, ça serait 0, et ensuite, au lieu de 250, ça serait 50. Donc on peut dire que les questions des sanctions sont réglées. Reste néanmoins la question du coût, un transfert du coût de l'administration sur nos entreprises, et puis le fait que néanmoins, quels que soient les efforts de communication, on aura cette difficulté éventuelle de relation. Et donc, même si on a bien entendu que le président de la République avait confirmé, je ne suis pas sûr que ce soit totalement ce qu'il aurait porté. Bon, ok, mais il a confirmé, ça va donc se faire. Mais néanmoins, on considère que la messe n'est pas dite et qu'il reste encore 3 mois pour continuer d'aller dans la bonne direction et faire qu'au bout du compte, ce prélèvement à la source ne soit pas aujourd'hui, pour nous et pour demain, quelque chose de trop pénalisant. Donc, on va continuer le combat. Il n'y a que les combats qu'on n'a pas menés, qu'on n'a pas gagnés. Et donc, on va continuer pour y arriver. Merci, Président. Vous restez avec nous. Je vais juste ajouter pour en terminer, mais là je ne vous redonne pas la parole parce qu'on va prendre trop de retard sur le planning, que l'UDP était particulièrement satisfaite de la révision de la directive européenne sur les travailleurs détachés. C'était une demande récurrente. Et puis vous allez sans doute évoquer tout à l'heure le pacte, le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. D'ailleurs, je crois qu'il est en discussion là encore aujourd'hui. Bruno Le Maire est encore sur le pont à ce sujet aujourd'hui. L'UDP a fait 42 propositions et vous continuez de vous battre pour l'amélioration du texte. On va en reparler tout à l'heure. Merci Alain Griset. Je vous libère. Vous allez pouvoir rejoindre la ministre quelques minutes, mais vous revenez nous voir tout à l'heure. On va passer dans un instant. Merci. On va passer dans un instant à la présentation avec les vice-présidents des ateliers. Mais Pierre Martin, je vous avais une annonce à nous faire. Ça, ce n'était pas prévu. Je vous laisse la parole. Oui, Madame la Ministre, chers amis, la CNAMS a tenu congrès hier, la Confédération des métiers de services et de fabrication, et j'ai quitté la présidence de cette confédération après un certain nombre d'années. Et mon successeur, Bernard Stalter, a été élu président donc de cette confédération.
et je souhaite qu'il puisse participer, bien sûr, aux travaux. Et je vous demande de l'applaudir. Ce sera donc mon dernier congrès U2P aujourd'hui, UPA hier, avec vous, mais je continuerai à venir, à l'instar de mon ami Pierre Perrin qui m'a précédé à la présidence de l'UPA à l'époque, et j'aurai toujours un grand plaisir à vous retrouver, et sachez que je ne vous oublierai pas, j'ai tellement de bons moments avec vous, et aussi tous les combats que nous avons menés. Merci. Merci à vous, Pierre-Martin. Merci à vous. Alors, vous restez en place. Je vais vous rappeler, juste un petit aparté très rapide, pour vous dire que si de temps en temps je regarde vers le ciel et que je fais des signaux, c'est pas parce que je suis en communication directe avec Dieu, c'est juste parce que quelqu'un me parle dans l'oreillette. Donc je vous dis ça parce qu'un jour j'étais en plateau à la télévision, puis je parlais à la personne qui me parlait dans l'oreillette en régie, et à un moment mon invité m'a dit « Mais à qui parlez-vous exactement ?» Donc là, j'ai réalisé que parfois les gens pouvaient se poser la question. Ce point important ayant été fait, je vous rappelle que vous pouvez participer au débat sur le plateau en passant par les SMS. Je pense que la démarche va s'afficher de nouveau pour vous. Et puis, je rappelle également la présence d'un dessinateur parmi nous qui va nous égayer toute la journée de ces traits de plume ou plutôt de feutre. Nous allons accueillir maintenant avec beaucoup de plaisir notre première invitée politique de la journée. C'est la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Delphine Génie-Stéphan, qui raccompagne Alain Griset, qui nous rejoint. Ils nous rejoignent tous les deux sur scène. Je pense qu'il y a un peu de musique qui va nous accompagner aussi. Bonjour, merci. Je vais vous laisser vous installer ici après avoir dit bonjour. Président, vous allez pouvoir prendre la parole. Donc, on écoute tout d'abord le discours du président Alain Griset, puis celui de Madame la ministre. C'est à vous, Président. Madame la ministre, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis. Bienvenue, Madame la ministre, devant les représentants nationaux, régionaux, départementaux de l'U2P et de ses organisations membres qui ont la mission de représenter les 2 300 000 entreprises artisanales, commerciales et libérales. Les entreprises que nous représentons ont un formidable potentiel en termes de formation des jeunes, d'aménagement du territoire, de création d'entreprises et d'emplois. Pour que ce potentiel s'exprime, nos entreprises ont besoin d'un environnement fiscal, social, réglementaire, adapté à leur fonctionnement. C'est pourquoi nous avons fondé beaucoup d'espoir dans la loi Pacte, portée par le ministre de l'Économie et des Finances. Nous restons optimistes sur l'atterrissage final de ce texte, même si, pour l'instant, les débats en commission et les positions défendues dans ce cadre par le gouvernement nécessitent, sur certains points, des modifications importantes. Nous l'avons dit et répété à de nombreuses reprises au Président de la République, au Premier ministre, au ministre de l'Économie et des Finances, nos entreprises ont des spécificités liées en particulier à leur taille. Nous ne sommes pas des entreprises moyennes, ni des ETI, et encore moins des entreprises du CAC 40. Ce sont des entreprises à taille humaine, le plus souvent familiales, dans lesquelles le chef d'entreprise exerce un métier et assume l'intégralité des risques. C'est pourquoi, contrairement à ce qui nous a souvent été dit à Bercy ou à la Chancellerie, la forme sociétaire ne répond pas aux caractéristiques de nos entreprises, puisque la majorité d'entre elles, qu'elles soient commerciales, artisanales ou libérales, sont sous forme d'entreprises individuelles. De ce fait, et même si des progrès ont été faits, la protection du patrimoine est moindre que pour les sociétés. Et surtout, les bénéfices réinvestis dans l'entreprise sont assujettis aux charges fiscales et sociales, ce qui est totalement aberrant en termes de développement économique. Nous avons obtenu, il y a quelques années, la création de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, l'EIRL, qui permet justement de répondre à la question de la protection du patrimoine et d'établir une égalité de traitement avec la forme sociétaire, avec la possibilité d'opter à l'impôt sur les sociétés. Mais le formalisme et les coûts
ont empêché le développement de ce nouveau statut. Il semble que nous ayons enfin été entendus, puisqu'un amendement a été adopté par la commission spéciale qui simplifie toutes les formalités de création d'une EIRL et son coût. Nous souhaitons donc que l'EIRL devienne le statut de référence pour tout créateur d'entreprise en nom propre. Nous comptons sur vous, Madame la Ministre, pour que cette disposition sur l'EIRL figure dans la loi qui sera adoptée définitivement par le Parlement. Une autre caractéristique de nos entreprises que j'ai déjà évoquée, c'est le caractère familial. Ainsi, très souvent, les conjoints travaillent dans l'entreprise, mais ils sont encore nombreux à ne pas être déclarés. Dans la majorité, le conjoint est une femme. Nous l'avons dit au Président de la République, qui fait de l'égalité femmes-hommes une priorité de son mandat. La première violence aux femmes faite dans nos secteurs, c'est qu'elle n'ait pas de statut. De nombreux députés ont été sensibles à cette question, mais leurs amendements ont été rejetés au prétexte qu'il aurait un impact sur les finances publiques. Aussi, c'est avec une grande satisfaction que j'ai appris cette nuit que le gouvernement allait lui-même déposer un amendement qui permettra enfin de protéger tous les conjoints, et je pense en particulier aux femmes qui contribuent à la réussite de nos entreprises. Et là, je veux remercier nos collègues de l'UDP, Catherine Fouché et ses collègues, qui, au sein de la Commission sociale, depuis de nombreuses années, militent sur ce sujet. Et là encore, Madame la Ministre, nous comptons vivement sur votre soutien pour que cette disposition aboutisse. Un sujet qui a fait débat lors de la préparation du projet de loi Pacte, c'est celui des seuils. En supprimant le seuil fiscal de 20 salariés, le gouvernement confirme, s'il en était besoin, que les contraintes réglementaires dissuadent nombre de chefs d'entreprise de faire croître leur activité au-delà des seuils qui induisent de nouvelles obligations. La suppression du seuil de 20 salariés doit nécessairement, en ce qui nous concerne, s'accompagner de la suppression du seuil de 10 salariés, qui concerne la majorité de nos entreprises. Il faut, Madame la Ministre, nous simplifier la vie. Des formalités telles que l'obligation d'information des salariés en cas de vente de l'entreprise, c'est la disposition de la loi Hamon, ou encore la déclaration des bénéficiaires effectifs, s'avèrent totalement inappropriées pour nos entreprises. Et pour le moins, il est indispensable pour les bénéficiaires effectifs d'adapter le coût de cette formalité à la taille de l'entreprise. J'ai d'ailleurs, avec le représentant des greffes des tribunaux, sur ce sujet, eu un entretien la semaine dernière et ils sont d'accord pour que ce coût puisse être modulé en fonction de la taille des entreprises. Concernant la communication de l'artisanat, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure. Suite au vote de la loi de finances 2018, un coup d'arrêt brutal a été mis à un dispositif apprécié de tous, permettant de valoriser les métiers de l'artisanat. Le projet de loi envisage la création d'un outil permettant de répondre à notre volonté de communication sur les métiers de l'artisanat en cohérence, et j'insiste là-dessus, avec la loi Avenir professionnel, qui met l'accent sur le manque de connaissances, en particulier des jeunes, sur les nombreux métiers que nous représentons. L'article, tel qu'il est rédigé, aujourd'hui ne nous garantit pas la possibilité de mise en œuvre de cette disposition. Nous souhaitons donc qu'il soit amendé. N'oubliez pas que le seul moyen pour nos plus petites entreprises d'accéder aux grands médias, c'est la mutualisation. Enfin, il serait dommage que cette loi, dont l'objectif est de passer un message positif aux entrepreneurs, soit atténuée par la décision actuellement maintenue de la suppression du stage de préparation à l'installation dans l'artisanat. Je le précise, qui a déjà fait l'objet, sous l'impulsion du Président de la République, lorsqu'il était ministre, d'une réforme en 2016, prévoyant que tous ceux qui ont des connaissances considérées comme suffisantes en gestion d'être exemptés de ce stage, alors que le coût quasi ridicule, 194 € pour une semaine, est presque toujours pris en charge par les différents dispositifs d'accompagnement. De laisser des hommes et des femmes prendre des risques inutiles, tout le monde reconnaissant que l'accompagnement est la clé de la réussite de l'entrepreneuriat. Et on évoquait tout à l'heure avec 2 parlementaires ce sujet, nous sommes, avec la PCMA, tout à fait disponibles pour regarder avec vous comment on peut améliorer ce stage,
comment on peut faire qu'il soit à la fois encore plus qualitatif et plus enclin à la réussite des entrepreneurs, mais ne croyons surtout pas qu'on peut continuer à mettre des hommes et des femmes en créateurs d'entreprises alors qu'ils n'ont absolument aucune idée de ce qui les attend, avec le risque énorme d'avoir un nombre de défaillances tout à fait considérable. Et sur ce sujet, Madame la Ministre, pas de votre part, mais un certain nombre de personnes agissent plutôt sur l'idéologie plutôt que sur la raison. Et donc, soyons raisonnables sur le sujet. Il y a déjà eu, en 2014, en 2016, une demande des différents gouvernements pour arrêter ce SPI. 2 fois, le Parlement a réussi à s'opposer au gouvernement. Je ne souhaite pas qu'il y ait une opposition entre le gouvernement et l'opposition. Je souhaite que le gouvernement soit sur ce sujet ouvert et qu'on puisse trouver une solution qui soit une solution de sagesse. Enfin, alors que le gouvernement, et nous le soutenons dans cette action, souhaite baisser les charges des entreprises, je l'ai dit il y a quelques minutes, et simplifier leur vie, vous comprendrez aisément notre incompréhension sur le fait que le prélèvement à la source doit être réalisé par nos entreprises. Je l'ai dit également, Gérald Darmanin est venu débattre longuement avec nos collègues du Conseil national la semaine dernière, et les annonces qu'il a faites, nous sommes d'accord avec ce qu'il nous a proposé. Il faut encore aller plus loin, en particulier sur le coût pour nos entreprises. Voilà, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, nos entreprises sont dans une attente réelle et dans l'espoir qu'enfin, elles pourront apporter à notre pays leur énergie, leur confiance et leur talent au bénéfice de la croissance et de l'emploi. Merci de leur apporter votre soutien et celui de l'ensemble du gouvernement. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci Alain. Merci Alain Griset. Nous écoutons maintenant Madame la Ministre Delphine Gény-Stéphane. Merci à vous. Monsieur le Président, cher Alain Griset, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis extrêmement heureuse de vous retrouver ce matin et merci de votre invitation à participer à ces rencontres de l'U2P. D'abord, je sais le gisement d'emploi, de croissance que vos métiers, artisans, commerçants, professions libérales, représentent pour la vitalité économique de la France et de tous nos territoires. Et ensuite, parce que cette visite, comme vous l'avez bien indiqué, intervient dans un contexte particulier qui est celui de la discussion de la loi Pacte, actuellement, qui entre dans le vif du sujet au Parlement. Cette loi Pacte, vous la connaissez bien. Bruno Le Maire est venu vous en présenter l'esprit et l'ambition à cette tribune il y a maintenant 1 an. Son ambition, c'est lever tous les obstacles qui freinent les énergies françaises, qui font que nos entreprises restent trop petites et sont freinées dans leur développement. Toutes les enquêtes le montrent, l'esprit d'entreprise, il est extrêmement vivant dans notre pays, mais encore faut-il cesser de le décourager, de l'entraver, comme on semble parfois s'y être employé depuis des années. C'est ce à quoi nous travaillons depuis 1 an avec l'U2P, avec toutes les organisations professionnelles, avec les parlementaires, avec les nombreux entrepreneurs issus de tous les territoires que nous avons associés à l'élaboration du pacte. Parce que cette loi, je le rappelle, c'est d'abord une méthode, c'est la méthode de la co-construction. Je viens moi-même de l'entreprise et si j'ai bien une conviction, c'est que l'on ne peut pas faire une bonne loi économique sans associer étroitement les premiers concernés. Alors évidemment, dialogue et concertation ne veulent pas dire que nous sommes toujours d'accord sur tout. Il reste des points de désaccord, comme la suppression du caractère obligatoire du stage de préparation à l'installation des artisans, qui a été voté la nuit dernière par les députés. Je sais que beaucoup parmi vous s'inquiètent d'une perte de ressources pour les CMA et de risques pour les nouveaux artisans qui s'installent. Mais pourquoi obliger le détenteur d'un CAP qui valide des compétences professionnelles à suivre une deuxième formation qui lui coûte de l'argent et retarde le moment de son installation? Le même créateur d'entreprise, s'il décide d'ouvrir un simple commerce, n'aura pas cette obligation. Nous croyons à la liberté et à la responsabilité. Liberté de choix pour les nouveaux artisans et liberté tarifaire pour les CMA. Nous croyons à l'utilité de la formation, à l'utilité des stages dans certaines circonstances. Mais nous pensons que
les créateurs d'entreprises dans le monde de l'artisanat sont aussi responsables que dans les autres secteurs et peuvent choisir les formations qui leur conviennent le mieux au moment qui leur convient le mieux. Certains artisans voudront continuer à suivre cette formation parce qu'ils la jugent importante pour leur projet professionnel et les chambres des métiers et de l'artisanat continueront à la proposer. Mais il semble important de supprimer le caractère contraignant tout en travaillant de façon très ouverte sur le contenu de ces stages et sur la façon dont sont accueillis les créateurs d'entreprises dans les CMA. Et c'est évidemment un engagement que prend le gouvernement de travailler à ce rôle d'accompagnement, de le renforcer, de le rendre plus efficace et d'en discuter de façon très ouverte. Le dialogue, c'est aussi des avancées concrètes sur vos attentes. Vous avez évoqué la promotion de l'artisanat et donc le financement de cette promotion. Je pense que c'est un des premiers sujets sur lesquels on m'a alerté lorsque je suis arrivée au ministère. Et donc, je vous confirme que les équipes du ministère de l'Économie et des Finances ont travaillé sans relâche pour trouver des solutions. Et si nous avons travaillé sans relâche, ce n'est pas pour trouver des solutions qui ne marchent pas. Donc nous voudrons des solutions qui fonctionnent pour le financement de la promotion de l'artisanat. Donc si des sujets techniques demeurent, nous sommes évidemment disposés à continuer à travailler pour que cette solution fonctionne. Moi-même, j'ai lancé avec Bernard Stalter aussi une expérimentation de façon très concrète dans les territoires, dans 3 territoires en France, pour promouvoir les métiers de l'artisanat en mettant autour de la table tous les acteurs concernés. Et de premiers résultats sont déjà visibles. Je pense qu'il faut continuer à travailler, il faut déployer toute son énergie pour que ces métiers soient mieux connus, mieux reconnus des élèves, mais aussi des professeurs, mais aussi des chefs d'établissement et des parents. J'en viens aussi au sujet du statut du conjoint collaborateur. Ça a été évoqué dans votre discours, mais vous avez aussi été taquiné par Audrey Pulvar. Et donc, je souhaite rendre à César ce qui appartient à César. Ce n'était pas une mesure initialement envisagée dans la loi Pacte. Et donc, c'est en prenant en compte vos préoccupations que nous avons travaillé main dans la main pour y répondre et introduire une nouvelle disposition qui sera proposée par amendement par le gouvernement. 25% des responsables de vos entreprises travaillent avec leurs conjoints à temps partiel ou à temps complet et près d'un tiers de ces conjoints ne sont protégés par aucun des 3 statuts existants. Cette situation crée des risques importants pour vous, des risques pénaux, des risques de requalification en salariat de l'activité du conjoint, avec paiement de cotisations sociales majorées, de pénalités, contentieux en cas de divorce. Et cette situation protège mal, évidemment, les conjoints qui sont très majoritairement des femmes. La solution que nous avons trouvée avec vous et que le gouvernement soumettra dans quelques heures, c'est d'obliger à déclarer l'activité du conjoint dans les formulaires de création d'activité et de considérer le statut de conjoint salarié comme le statut par défaut. C'est un exemple très précis de la co-construction que nous mettons en œuvre. Et c'est l'état d'esprit qui continuera à nous guider jusqu'à la fin des travaux parlementaires de la loi Pacte. Ces 2 mesures, sur lesquelles nous avons eu des discussions fortes, me paraissent au fond assez représentatives de la philosophie de la loi Pacte. C'est simplifier votre vie et vous permettre de grandir. Simplifier votre vie en ouvrant un guichet unique pour la création des entreprises qui doit remplacer les différents réseaux existants, sans supprimer l'accompagnement personnalisé et physique, et qui ouvre la voie à la dématérialisation générale des formalités. En lien avec le guichet unique, nous allons aussi instaurer un registre unique dématérialisé pour toutes les entreprises qui évitera notamment aux artisans commerçants de devoir s'enregistrer dans 2 registres différents. Simplifier votre vie, c'est remonter les seuils d'audit qui obligent vos entreprises à recourir à un commissaire aux comptes. Désormais, en dessous de 50 salariés, il n'est pas obligatoire de recourir à un commissaire aux comptes. Vous avez le choix. Et encore une fois, nous rendons le choix et la responsabilité aux chefs d'entreprise. Simplifier votre vie, c'est revoir le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, et je sais, vous l'avez rappelé, qu'il vous tient à cœur. Nous simplifions les modalités d'évaluation du patrimoine affecté
notamment avec la fin du rapport d'experts en dessous de 30 000 €. Nous assouplissons les sanctions. Nous amenons le créateur d'entreprise à choisir entre le statut d'entreprise individuelle et celui plus protecteur de IRL au moment de la création, là où le statut par défaut est aujourd'hui celui d'une entreprise individuelle. Donc, encore une fois, des avancées, en effet, qui montrent que nous vous écoutons attentivement. Vous permettre de grandir, c'est réformer les seuils. 3 niveaux de seuil au lieu de 49, un mode de calcul au lieu de 4 actuellement, un délai d'adaptation de 5 ans avant de devoir appliquer les nouvelles obligations pour éviter tout effet couperet. Vous permettre de grandir, c'est revoir le fonctionnement du droit de suite pour ceux d'entre vous qui sont artisans. Depuis 2016, une entreprise ne peut plus être artisanale au-delà de 50 salariés. Les entreprises qui dépassaient cette limite en 2016 seront radiées du registre des métiers après 5 ans de délai de grâce. Ce serait exclure près de 3 000 entreprises artisanales de leur réseau et ce serait freiner ceux qui veulent grandir. Pourquoi cesserait-on d'être artisan avec les valeurs, avec le savoir-faire, avec l'excellence que nous connaissons? Parce qu'on dépasse un beau jour un seuil. C'est vraiment punir les entreprises qui réussissent, qui grandissent et qui créent de l'emploi. Et c'est pourquoi nous soutiendrons la suppression pure et simple de tout seuil pour le droit de suite. Et donc les entreprises artisanales pourront, si elles le souhaitent, rester immatriculées au répertoire des métiers sans limitation de durée ni de personnel. Voilà quelques-unes des mesures de libération des énergies que nous portons dans le cadre de la loi Pacte, que nous avons construite avec vous, avec la PCMA, avec l'ensemble des professionnels que nous avons rencontrés. À côté de Pacte, il y a aussi, c'est l'actualité du moment, le projet de loi de finances pour 2019, qui comporte plusieurs dispositions en faveur des artisans et des entreprises, dont la principale est l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la transformation du crédit d'impôt compétitivité emploi en baisse de charges pérennes. Je mentionne également le maintien du prêt à taux zéro, le dispositif Pinel, les taux réduits de TVA dans le bâtiment qui sont prorogés sans modification. Encore une fois, la constance, ça va être la force qui nous permet d'imprimer dans la durée les réformes structurelles que notre tissu d'entreprise attend en fait pour se transformer et pour s'inscrire dans une dynamique de croissance durable et inclusive. Et il va y avoir beaucoup d'attention parce qu'on a déjà mis en œuvre beaucoup de réformes. Il va y avoir beaucoup d'attention au suivi, à la mise en œuvre concrète de l'ensemble de ces réformes et à l'évaluation de leurs résultats. Et donc, ça va être vraiment la focalisation des prochains mois ou des mois qui vont suivre l'adoption de la loi Pacte. Nous avons parlé du RSI, de la réforme du RSI. Nous avons parlé de la réforme en profondeur de notre système d'apprentissage. Je sais que l'ensemble de ces éléments sont absolument cruciaux pour vous et c'est bien qu'ils aient été adoptés, décidés. C'est encore mieux qu'ils portent du résultat et qu'ils vous apportent des améliorations, des simplifications, de la croissance au jour le jour. Voilà, je ne veux pas être plus longue parce qu'on a évoqué beaucoup de sujets, mais j'espère que nous pourrons poursuivre plus à loisir la relation que nous entretenons depuis plus de 10 mois maintenant. Sachez en tout cas que vous trouverez toujours dans mon bureau, avec mes équipes et aussi auprès de moi, toute l'écoute, toute l'attention extrêmement sérieuse, extrêmement attentive sur vos problèmes. Et je vous remercie, je vous souhaite un bon congrès. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour cette allocution. Enfin, un petit peu mouvementée, mais vous avez l'habitude. C'est le jeu un peu du combat politique. Alors, on m'avait dit qu'il y avait beaucoup de questions SMS. On est très en retard, mais peut-être qu'on a le temps d'en prendre une quand même, éventuellement, avant de passer à la présentation des ateliers. Non, me dit-on. Bon, donc on n'aura pas le temps de prendre les questions SMS, parce qu'on est trop en retard. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Alain Griset, je vous laisse raccompagner Madame la Ministre. Merci. Et
les vice-présidents, vous restez en place avec nous. On va présenter, mais là aussi plus rapidement que prévu, pour essayer de rattraper le retard, les ateliers auxquels vous allez participer. Un petit jingle pour les ateliers peut-être, et ensuite on lance les vidéos. Alors, on vous a préparé plusieurs vidéos qui introduisent chacun des ateliers auxquels vous allez participer. On va commencer par l'atelier numéro 1, intitulé « Quel levier de croissance pour les entreprises de proximité ?» Regardez ce qu'en ont dit les personnes interrogées par l'équipe qui organise ces rencontres. Il est question de lien social, d'adoption, d'adaptation plutôt aux nouveaux desiderata des clients. Je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Regardez. Moi qui fréquente assez souvent une ville comme Blois ou des villes comme Nemours, en fait, je me compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites dans l'accompagnement au niveau de tous ces changements d'acteurs qui sont l'artisanat dans des centres-villes, pour les épauler, pour les aider, pour les guider, puisque en fait, petit à petit, on part avec des périphéries autour des villes, avec des centres commerciaux qui regroupent de plus en plus de choses. Pour moi aussi, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites dans le bon sens et qui devraient avoir plus de stationnement, en fait, plus de services proposés, plus de valorisation de l'artisanat, des commerçants. On aurait dû déjà depuis 10 ans voir les choses venir, parce que là, c'est pas trop tard, mais presque. C'est la solution de facilité, en fait, de mettre ces grands centres commerciaux à l'extérieur. Mais en même temps, les clients sont contents de les trouver. Aujourd'hui, on a sans doute un retour vers les centres, vers plus de proximité, vers plus de lien social. Tout ce qui fonctionne bien, on le voit, c'est quand on met tout le monde autour de la table, le public, le privé, les acteurs publics, les acteurs privés, mais pas seulement, hein, aussi les habitants. Donc, mettons autour de la table les commerçants, les artisans, les professions libérales, les centres de formation aussi, et puis bien entendu les élus et les habitants. Ensemble, ils doivent élaborer un diagnostic, faire un diagnostic partagé, pas uniquement sur les questions économiques, mais aussi sur les problématiques environnementales, sur le patrimoine, dresser un état des lieux ensemble, bien partager ce diagnostic et à partir de là, envisager les solutions. Alors cet atelier, il a lieu, vous le voyez, en salle Monge, c'est au 3e étage. Il est organisé grâce à l'aide du groupe Aesio et vous y retrouverez notamment Michel Chassan qui fera partie des intervenants de cet atelier. Je vous rappelle que, pour ceux qui ne le sauraient pas dans la salle, que Michel Chassan est vice-président de l'U2P en charge des affaires économiques et fiscales, du développement durable et des territoires, et vous êtes également président de l'UNAPEL. L'atelier numéro 2, il est intitulé « Ordonnance travail, un an après ». Eh bien, justement, voyons un petit peu ce qu'en pensent les chefs d'entreprise, les artisans qui ont été interrogés. Regardez. Toutes les mesures vont plutôt dans le bon sens. Et au niveau des TPE, c'est redonner effectivement du sens au dialogue social de proximité. Et ça, c'est plutôt très bien. Deuxièmement, des mesures que nous réclamions, je pense, toutes les entreprises de proximité, c'était aussi ce fameux compte de pénibilité. Au niveau des mesures concernant le licenciement, la barémisation, c'est très bien. Ça va dans le bon sens, si ce n'est que, par exemple, pour les professions libérales, 80% des professions libérales sont en bénéfices non commerciaux, donc ne peuvent pas provisionner. Un an après l'entrée en vigueur des ordonnances de travail, c'est vraiment une grande réussite pour les entreprises, apporter beaucoup de sérénité et beaucoup plus de fluidité pour les PME. Alors ça apportait beaucoup de fluidité à plusieurs niveaux. Moi, personnellement, dans l'entreprise, j'en vois deux. D'abord, sur l'embauche, hein, parce que paradoxalement, le fait qu'on connaisse le risque en cas de problème avec le salarié, ça facilite l'embauche.
Et deuxièmement, ça a facilité beaucoup le dialogue et la simplicité des dialogues avec les institutions représentatives du personnel, mes délégués du personnel. On a dû malheureusement dans l'entreprise se séparer d'un salarié. Voilà, c'est une décision qui a été plus facile à prendre parce qu'on savait ce à quoi on s'exposait. Et par derrière, on a réembauché quelqu'un pour le remplacer. Donc c'est vraiment une situation qui a facilité la vie de l'entreprise parce qu'il n'y a pas eu cette période de tension qui a duré trop longtemps et qui est néfaste pour tout le monde. Voilà, ordonnance travail un an après, vous le voyez, ça se passe ici, au rez-de-chaussée. Et c'est un atelier débat qui vous est proposé avec le soutien de GSC. C'est Patrick Liébus, vice-président en charge des affaires sociales, des relations au travail et de la parité, président de la CAPEB, qui y participera avec d'autres intervenants, évidemment, pour l'U2P. On poursuit. Il était prévu que je vous fasse intervenir, mais on avance plus vite que prévu pour essayer de rattraper le retard. Avec l'atelier numéro 3, apprentissage et formation professionnelle. Alors, quel Big Bang attendre des réformes? L'apprentissage, vous le savez, reste considéré comme une voie pas forcément enthousiasmante, alors qu'on sait bien à quel point dans l'apprentissage, il y a tous ces métiers de passion, d'engagement, où l'on réussit, où l'on gagne sa vie. Eh bien, que faire pour rendre l'apprentissage plus attractif? Regardez. Dès l'âge de 11 ans, j'allais en vacances chez mon oncle charcutier qui m'a fait découvrir son métier. J'ai eu un coup de foudre sur ce métier-là et j'ai toujours voulu faire charcutier-traiteur. Donc je suis rentré en apprentissage à l'âge de 16 ans. J'ai une carrière qui s'est construite autour de l'apprentissage et de la transmission. Il y a 30 ans de ça, c'est un métier où on faisait beaucoup d'heures, où ce n'était pas particulièrement bien rémunéré. Tout est pris en compte aujourd'hui. D'abord, on travaille dans des conditions correctes, avec des horaires corrects, avec des salaires corrects. Les métiers de l'artisanat se sont remis en question. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. L'artisanat, tout est basé sur l'humain. Ce n'est pas une machine qui va faire vos produits, c'est vos collaborateurs. Donc à partir de ce moment-là, il faut qu'ils se sentent bien, il faut qu'ils soient dans un climat dynamique. Voilà, il y a tout un tas de choses qui sont prises en compte aujourd'hui et pour fidéliser les équipes, forcément. Le gouvernement nous demande de donner ces lettres de noblesse à l'apprentissage, ce que nous avons toujours fait nous dans l'artisanat. Mais comment ceci va-t-il se passer? Eh bien, écoutez, on a des questionnements, à savoir est-ce que les professions vont pouvoir être revalorisées par rapport au grand public? Comment faire en sorte que ces jeunes aient envie de venir dans nos entreprises, que ce soit des métiers attractifs? Une autre question à se poser, importante, c'est l'orientation. Je pense que l'orientation sera la clé de voûte pour justement redonner ces lettres de noblesse à l'apprentissage. Si nos jeunes ne savent pas, ne découvrent pas nos métiers, ils ne pourront pas venir dans nos métiers. Et ensuite, ce sera de se dire quelle sera la meilleure des solutions pour que ces jeunes soient attirés vers nos métiers. Ne serait-il pas intéressant que ce soit des jeunes qui parlent aux jeunes? C'est-à-dire ceux qui connaissent déjà nos métiers, qui puissent en parler à ceux qui ne connaissent pas. Voilà, c'est une question. Atelier numéro 3, donc à la salle Saint-Victor, au 3e niveau. Et c'est grâce à la Banque Populaire que nous avons pu organiser cet atelier apprentissage et formation professionnelle. Joël Mauvigné, vice-président de l'U2P en charge de l'orientation, l'éducation et la formation, président de la CGAD, va représenter l'U2P dans cet atelier. L'atelier numéro 4, il est intitulé Europe. Alors, là, c'est le petit moment en même temps de la journée. Parce que je vous dis quand même qu'en préparant ces rencontres, je me suis renseignée sur l'U2P, je vous connaissais un peu, mais je me suis renseignée un peu plus. Et on m'a dit, mais vous ne pouvez pas parler de petites entreprises. On n'aime pas trop les petites entreprises, il n'y a pas de petites entreprises, il n'y a pas de petits patrons, il y a des entrepreneurs, il y a des entreprises. Ok, d'accord, mais alors pourquoi on a intitulé cet atelier « Europe, pensons petites entreprises » Là, j'ai du mal, mais bon, ok. Ok, surtout, moi je suis très souple. Atelier numéro 4, Europe, pensons petites entreprises. Alors,
Ne vous fâchez pas, évidemment. Il n'y a pas de petites entreprises. Il y a des entrepreneurs qui sont là tous les matins, qui se lèvent, qui se battent, qui créent de l'emploi, qui avancent face à l'adversité. Et ça, vous êtes bien placés pour le savoir. Atelier numéro 4, on regarde la vidéo tout de suite. L'impact du travail détaché dans le bâtiment est très important. Donc avec deux volets, le chantier neuf de construction, on va dire, où là on est sur du travailleur détaché déclaré la plupart du temps. Je dis bien la plupart du temps parce que quand même les contrôles montrent qu'on trouve toujours des salariés en situation irrégulière quand même, mais qui normalement sont détachés légalement. Et puis toute la partie immergée, on va dire, d'entreprises qui, elles, ne sont pas du tout inscrites comme travailleurs détachés et qu'on retrouve principalement sur nos chantiers d'artisans, c'est-à-dire de la rénovation d'appartements, de maisons. La directive européenne va dans le bon sens, même si c'est évidemment largement insuffisant, mais en limitant le temps de détachement, on accède un petit peu aux demandes des organisations professionnelles du bâtiment et de la CAPEB. On est passé à 1 an maximum de détachement, avec une prolongation éventuellement de 6 mois, ce qui est encore quand même beaucoup trop long. CAPEB a mis déjà des choses en place, et c'est vrai qu'il y a déjà des réglementations qui fait que s'il a un donneur d'ordre, enfin que ce soit un donneur d'ordre, donc il y a une entreprise, un particulier, un architecte, il peut être pénalisé s'il choisit une entreprise qui n'est pas réglementée, enfin qui ne paie pas ses charges normalement, il y a des amendes qui ont été mises en place. C'est vrai que malheureusement, il faut les surprendre sur le fait accompli et ce n'est pas toujours évident. En tant qu'artisan, quand on voit un architecte, on leur dit bien de faire attention à qui il choisit, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Il y en a qui comprennent, il y en a d'autres qui voient avant tout, c'est le prix qui est en bas du devis. Et c'est vrai qu'ils ne pensent pas au après, ils ne pensent pas aux conséquences qu'ils peuvent avoir. Et les conséquences, ça peut être multiple, hein. Un mauvais travail, un accident sur le chantier, ce qui fait que ça peut être pénalisant pour la suite. Alors Europe, pensons petites entreprises, c'est en salle Sorbonne au 5e niveau et même merci au groupe Vive qui nous a permis d'organiser cet atelier. Comment faire de l'Europe une force et non un risque. Pierre Martin, vice-président donc pour peu de temps encore des affaires européennes de l'UDP et président de la CNAS, représentera l'UDP dans cet atelier. Alors vous avez une petite dizaine de minutes pour rejoindre, soit pour rester ici, ceux qui restent pour l'atelier qui se déroule ici, soit pour rejoindre les salles. Je vous libère et on se retrouve ici tout à l'heure pour le discours de Muriel Pénicaud. Merci.